Quelle drôle d'époque. Hier encore, on a fermé une usine, jetant sur la route des milliers de personnes. Pas assez rentable. Alors on ferme, on fusionne, on délocalise. Alors qu'en face, on construit une prison. Faudrait-il effrayer les chômeurs ? Faudra-t-il que les exclus enferment leurs désirs sous peine d'être enfermés eux-mêmes ? Que sommes-nous en train de faire ? Avons-nous perdu la raison ? J'ai beau traverser l'Europe, passer de ville en ville, rien ne se ressemble et pourtant tout est pareil. Les beaux quartiers, les cités ouvrières, les rues des immigrés jetées au loin près des usines, et que l'on désigne comme des repères de bandits, de voleurs, de voyous, et qui font le bonheur des journaux télévisés. Là où ils font un désert, ils disent qu'ils ont donné la paix. Bienvenue rue Fafet, rue du blues. Nord, déjà, c'est à peu près 25 000 habitants. Donc une ville dans une ville, avec énormément d'ethnies, de cultures différentes, énormément de problèmes aussi concentrés, bien sûr. Pour ceux qui ont eu la chance de travailler, c'était l'usine, forcément. Rien de valorisant, quoi, en fait. Hein. C'était l'usine. Au nord, plus au nord encore, la zone industrielle, quoi. À partir du moment où on accumule un certain nombre de personnes ensemble ayant des problèmes, on concentre tous les problèmes, on les met tous ensemble. Ça va être la misère liée à la précarité, à l'emploi, à la formation, la frustration de ne pas pouvoir consommer dans un pays où la consommation est en abondance, etc. Ça commence par la frustration qui conduit à l'angoisse, l'angoisse qui conduit à la dépression. La dépression peut conduire après ou à se foutre une balle dans sa tête, ou extérioriser ça avec la violence, avec tout ce que tu peux, quoi. C'est toutes ces choses qui s'entremêlent et qui font que tout ça est concentré à un endroit précis, décentralisé. Il y a beaucoup de gens qui ont un intérêt à ce que la misère reste dans les quartiers et qui ont un intérêt à ce que dans les quartiers, il n'y ait pas tellement de gens qui soient pas trop éduqués non plus, pas très informés de ce qui se passe réellement dans le système. Mal aimés, ouais, tout simplement. En manque d'amour, en fait, hein, c'est toujours lié à l'amour, ouais, en manque d'amour. Ah, là-bas, c'est plus classe, là-bas. Plus de maisons, tu vois, moins de bars, tu vois, on voit clair. Hein. Puis voilà, c'est les gens qui habitent de l'autre côté. Les gens bien, quoi, en fait.
Dernier jour de travail cet après-midi pour les 23 salariés de l'atelier de production de Lee Cooper France basé à Amiens. Ce qui vient de se passer, c'est dramatique, c'est affreux. On a renvoyé des gens qui sont tout seuls, qui ont des enfants à charge, que les maris sont au chômage. Je me demande sur quoi on s'est basé. J'ai jamais vu ça de ma vie, je souhaite à personne de le voir. Ils ont même pas regardé aucun social, c'est même pas vrai. Ils ont licencié une femme avec 2 gosses, elle est tout seule. L'écart de coût de production est de l'ordre de 50%. Donc effectivement, si nous voulons être compétitifs sur le marché français, c'est-à-dire assurer les croissances de la société Lee Cooper, ça passe forcément par une délocalisation de notre production. Tout se passe dans les caves, parce que on est considérés comme des rats. Voilà, tout simplement en vrai, tu vois. Parce qu'ils veulent qu'on soit dans la merde, qu'on reste dans la merde, tu vois. Par rapport à ça, c'est tout. Ils veulent qu'on soit dans la merde. Ils veulent pas qu'on s'en sorte, tu vois. Ils veulent pas qu'on réussisse. Si le mec il veut réussir, et voilà, ça arrange certaines personnes, tu vois. Sérieux, nous on est des rats. Pour les gens de la ville, on est des rats. C'est pour ça on se retrouve le soir dans des caves. Même nos parents, nos pères, eux aussi, la journée, ils se retrouvent dans les caves. Ils veulent que ça devienne comme en Amérique. Comme ça, les frangines, elles se disent, je vais pas me marier avec cet arabe-là. Il a pas de travail, il a rien. Je vais pas me marier avec lui. Donc elle va aller chercher Francis, Michel ou... Et ça, c'est fait exprès. Mais ça, c'est la réalité. Oui, vas-y, dis-nous. Attention, il faut casser pour avoir coupé les dents, laser et tout. Oui, on squatte les blocs, il nous faut un endroit, t'as vu? Il fait froid dehors, on se pose quelque part. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Rien du tout. Allez manger un kebab. Désert. Faut marcher pour le centre-ville. Faut penser aussi les petites présents là qui veulent sortir et puis ils ont pas de moyens de location là. Ouais, ils ont que leur Nike là, leur basket là. Le bus à le bus il passe qu'à 9h30 maximum. 9h30. Et encore les des gosses fois, là qui vont. Quand il y a plus de lumière au quartier, ils passent même plus. Ils passent même plus. On est à les lumières parce qu'on veut pas que les flics rentrent. Comme ça ils ne contrôlent pas. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on esquive la ville. Ils veulent pas ils veulent nous laisser là comme des chiens. Non, comme le zoo là. Enfermés et tout, dans votre secteur, vous bougez pas de là-bas. Là, ils disent pas qu'il y a des harkis et tout, qu'ils ont défendu la France et tout, les fils d'harkis et tout. Non, vous restez dans votre quartier, vous bougez pas. Wesh, nous on veut se promener comme les autres, aller au cinéma comme les autres. Je sais pas moi. On est mis à l'écart. On a tous 2 jambes, 2 mains, on dirait... Voilà, après ils se plaignent pour qu'on crame des voitures et tout. C'est normal, on galère ici, Un étranger devient français quand il marque 2 buts pour ce pays. Après c'est pour ça, hein. Ils viennent pas de travail, je sais pas moi. Ça fait 3 mois que je m'en intérim là. Y'a rien du tout. Je sais pas, depuis que les tours ils ont explosé là. C'est chaud là. C'est des routes comme une marque dans le réplica, c'est normal. C'est des dingues, ils nous prennent pour des mafiosos, je sais pas. Pourtant on est comme eux. Hein. Pour rechercher du travail, on dit souvent qu'il faut taper à 10 portes, il y en a une qui va s'ouvrir. Nous qui sommes d'origine étrangère, faut qu'on tape à 20 portes pour espérer qu'il y en ait une qui s'ouvre. Donc j'ai souvent eu affaire à des patrons qui me disaient moi je suis pas raciste, mais j'ai peur que mes clients, quelques-uns de mes clients, eux le soient, et on risque de louper quelques contrats à cause de ça. Donc excuse-moi, je peux pas t'embaucher. Pour aller chercher un emploi derrière ça, c'est pas évident quoi. On a peur que ça se reproduise. Parce qu'on se dit j'ai rien fait, merde, j'ai rien fait. C'est l'injustice quoi. Pourquoi moi quoi? Et j'ai plein de copains qui ont des diplômes, bac plus 2, bac plus 3, minimum bac des fois, qui se retrouvent au chômage, qui ne trouvent pas de travail. Donc les jeunes, en voyant ça, voyant un gars qui a fait des études, qui se retrouve sans rien, et puis un autre qui n'a pas fait d'études, mais qui lui a bien mené sa petite barque, on va dire, il fait des petits business quoi. Que lui s'en sort bien, les jeunes, ils vont suivre qui?
Ils vont plutôt suivre qui a la belle voiture, les beaux habits, que celui qui a fait des études et qu'on lui donne pas sa chance. Que leurs parents, à la cinquantaine, ils sont sans travail. Ils ont un grand frère ou une grande sœur, pareil, sans travail. Après, il faut leur dire d'aller à l'école, de bien se tenir, de bien travailler pour subir la même chose. Mais ils vont te dire non. Ils vont te dire non. Moi, j'y crois plus. Et j'y crois plus. Moi, je dis franchement, j'ai déprimé, quoi. J'ai déprimé, je leur en veux. Je continue à leur en vouloir, je leur pardonnerai jamais. Mais je veux dire, je me laisse pas aller, parce que sinon, ils auraient gagné. Donc, je continue à me battre et à chercher un emploi. Et comme maintenant, les patrons, ils n'embauchent plus comme avant, eh bien voilà, on se retrouve intérimaire. Et voilà. Quand vous êtes vous appelle, il n'a pas de vin, ben vous attendez. Chacun votre tour. Alors, si je fais pas une bricole de temps en temps, ben je peux pas y arriver, c'est pas vrai. Non, c'est sûr, je peux pas y arriver. Alors donc, faut que je me débrouille. Pour ça, c'est des moments où on pète les plombs. On n'y peut rien. Mais il faut faire avec. Alors on distribue des colis alimentaires de survie à ceux qui n'ont plus rien. Alors on chasse les habitants. On vide les immeubles qu'on se prépare à détruire pour disperser la misère trop voyante ou trop tapageuse. Je vais faire 20 cassettes là. Je sais pas si on aura le temps. Ça a commencé comment? Ça a commencé que j'étais dans ma chambre. Et puis j'ai entendu du bruit. J'ai dit tiens, qu'est-ce qui se passe? Oh, d'un coup je vois des CRS arriver. J'ai dit tiens, qu'est-ce qu'ils vont faire là à cette heure-là? Et puis bon, bah, j'ai dit tiens, j'ai pris une caméra, puis j'ai filmé. Puis voilà. Ce jour-là, dans le cadre, il y avait une fête d'anniversaire. Avec des enfants de à peu près de 10 à 20 ans, pas plus. Puis s'amuser, quoi, forcément. À l'anniversaire, on s'amuse. Puis ils faisaient rien de mal du tout, hein. Au contraire. Le jour-là, c'était calme, très calme. Il a fallu que ces messieurs y passent, et puis voilà, ils ont ouvert la porte. Les gosses, ils demandaient qui était derrière, forcément, ils ont demandé. C'est CRS, ils ont demandé pourquoi. Puis bon, ben, ils ont ouvert la porte et puis ils se sont fait gazer. Et voilà. Les CRS, ils ont gazé chez jeunes. Mais ils pouvaient pas, ils avaient rien. Ils avaient rien pour se défendre. Ils sont sortis affolés, c'est normal. On voit même à un moment, il y en a qui ont des mouchoirs devant eux. On voit pas bien là. Assis un peu là, il y a un foulard. Puis après ça a dégénéré forcément. Hein. Il y a un petit peu de chahut, puis un peu de bagarre. Ils s'amusaient, puis là... ils ont même pas donné la cause pourquoi ils sont passés, on sait pas. Les jeunes, ils comprennent pas quoi. On dit que les jeunes sont agressifs, on dit ci, on dit cela, on dit beaucoup de choses, et puis moi, c'est pas, moi je vois pas. Après on dit qu'il y a de la violence. Ben la violence, elle vient qu'elle te perd. Hein. Moi je dis qu'elle vient qu'elle te perd. Hein. Ben elle est là. Officiellement, c'était pas passé. Ah oui, ah ça c'est sûr. Tant qu'ils n'avaient pas vu la cassette, donc les CRS, ils n'avaient pas passé. Le récit qui est fait d'une prétendue intervention de CRS dans une cave où se serait déroulée une réunion de jeunes, mais c'est de la fable et du roman. Ah, c'est passé 2 jours après. Ah oui, faut pas tricher là. Ça n'a pas pu qu'ils sont venus embêter le monde, c'est ça. Ah oui. Donc là, c'est les gendarmes, ils arrivent. Les CRS, ils vont venir après. Ouais, ils sont arrivés, ils sont là. Regardez. Hop, ils sont là. Quand on dit ça va dégénérer. Et là, ils vont charger après. Et là, j'ai pas compris non plus pour quelle raison ils ont chargé, je sais pas. Bon, enfin, ils ont demandé de circuler, ils ont pas voulu, puis voilà, ils ont chargé. C'est tout ce qui s'est passé. C'est n'importe quoi là. Ah, franchement, c'est n'importe quoi. Là, ils se cassent. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ah, rien. Rien du tout. Ils ont aguiché, ils ont fait ce qu'ils ont voulu, bah, puis hop, terminé, ils sont partis. Après, on dit c'est les jeunes.
Hein? Bah oui. Moi, j'ai pas été d'accord là-dessus. C'est la vie de quartier. Qu'est-ce que je vous dis de plus? Hein? Vous avez une pièce d'identité quand même sur vous? Moi, s'il vous plaît. J'ai pas mon blouson, j'ai pas mon... C'est ça, il fait chier. Vous habitez à quel endroit? La carrefour était bloquée partout. Ils ont de la cave, il y en a. Là, Ah non, j'ai pas entendu. c'est pas vous que je parle. Ah d'accord. Je connais pas, moi. Ah, moi non. Comment? C'est notre travail. Ouais, bah, faites-le bien. Bah, c'est un doute. Vous n'avez pas de papier pour justifier qu'elle est ça. C'est à vous le demi-heure. Non, c'est à nous, on n'est pas boulés, c'est à nous. Je sais pas, on dirait que vous cherchez la voiture aussi, vous trouvez quelque chose. On fait notre travail. C'est bon, mais apparemment, vous faites pas votre boulot, parce que, je sais pas, j'ai l'impression que vous vous ennuyez. Ouais. Quand vous cherchez quelque chose. Ouais, J'ai l'impression que vous vous ennuyez, là. Eh ben, c'est bien. Ouais. Passez une bonne après-midi. À la prochaine. Rue du Blues. Les habitants sont partis. On démolit les immeubles. On efface les souvenirs. On fait semblant de recommencer à zéro. On se donne bonne conscience. On gagne du temps. Mais que fait-on ? J'ai visité une prison. J'ai vu les cellules. J'ai vu la crasse. J'ai vu l'humiliation érigée en système et le désespoir. J'ai vu le mitard, cellule de punition où l'on vous enferme pendant des semaines dans l'isolement complet, où l'homme le plus solide devient un malade mental. J'ai vu les ateliers où le détenu devient main-d'œuvre. J'ai rencontré des prisonniers.
monsieur. Ah ouais, c'est ça, mes bons braves messieurs. C'est ça la vie carcérale. Moi, je la souhaite à personne. Mais moi, je vous jure que c'est la vie en plus. En plus, moi, monsieur, je suis rentré à l'âge de 16 ans. À l'âge de 16 ans et demi, je suis rentré en prison. Et ça fait maintenant 3 ans que je suis dedans. Bientôt, j'ai mes 20 ans. Après, j'aimerais faire tant de choses, si vous saviez. C'est bien une information, trouver du boulot, marier, vous comprenez, faire franchement quelque chose quoi, de ma vie. Nous sommes des hommes qui voulons faire quelque chose de nos vies et qui essayons d'échanger, d'avoir une nouvelle vie. Mais une fois que tu mets les pieds ici, il n'y a jamais de deuxième chance. C'est une étiquette sur toi pour 10 ans. Et l'autre partie, elle continue à zoner dans les quartiers et à agresser parce que personne ne veut les respecter. Tant qu'il y a être humain. La majorité des gens ici, ils n'ont même plus les raisons pourquoi on les gâte de médicaments pour qu'ils se calment et on leur fait perdre leur tête. Bon, on leur fait perdre tout, quoi. Ils n'ont plus rien, il y en a qui n'ont plus rien. Moi, par exemple, on m'a piqué 2 fois à l'aldol. Vous connaissez l'aldol? Ça te rend mort, tu ne peux plus penser, tu ne peux plus bouger, tu ne peux plus rien faire. Alors tu restes à regarder le mur comme si tu étais un drogué, quoi. Il n'y a personne qui sait sourire en prison, nous on veut de l'amour et on croit que les gens ils croient que nous sommes des animaux. Les bourges, la plupart du temps, la haute société, sont ici pour des fraudes, il a taxé 2-3 millions, tape 3-4 mois et puis il ressort. Sinon, la plupart du temps ici, qu'est-ce qu'on retrouve? Les quartiers défavorisés de Bruxelles, franchement, il n'y a que ça. Il y a rarement les hautes classes sociales, rarement. C'est des pauvres. Il y a beaucoup de gens ici qui essayent à réussir dans la vie, mais qu'ils n'arrivent pas, qui font des conneries pour réussir. Ils font pas trop grave truc. On ne doit pas penser tout le monde qui est en prison, qui ont fait un meurtre ou quelque chose. Je suis grandi sans parents, moi. J'ai pas eu de l'amour et tout. Vers mes 12 ans, ils m'ont mis dans une maison correctionnelle à Sladingen. J'ai travaillé, j'ai pas été à l'école, moi. Et ouais, j'ai manqué beaucoup de trucs dans la vie. Hein, et maintenant, ils me renferment encore une fois. Et là, ils espèrent que je vais être mieux. Et ils me mettent en prison parce que je prends la drogue. Mais là, ici, j'apprends des trucs que je devais pas apprendre. Hein, il y a plein de trucs que je savais pas, que maintenant je sais. Pour encore faire des conneries d'or, je dis, c'est pas ça qui va m'aider. Hein. Mais quand même, je dis rien, j'ai fait ma peine en silence. Hein. Le prison, c'est pour venir un caillou, hein, vraiment. Pas un homme ici. Mais je vois des gens ici, des fois ça va pas. Les surveillants, ils les traitent. Ils gueulent dessus. Ils sont les chefs et ils font ce qu'ils veulent hein, avec eux. Ça arrive parfois que les surveillants frappent. Ça va pas pour moi. Quand ils commencent à frapper, là je me défends. Ils n'ont aucune raison. Des fois ils frappent parce qu'ils en ont envie. Maintenant, je ne sais vraiment... plus moyen... Je sais pas quoi faire quand je sors, où je dois aller, je dois tout recommencer. Est-ce que ça vaut de la peine de recommencer? Est-ce qu'il n'y a pas une autre peine qui va venir par un petit connerie que j'ai fait? Plein de trucs comme ça passe dans ma tête. Hein. Oh, quand je vois des gens qui ont une maison, une femme, une gosse, pour moi, ça, c'est des gens qui ont de la chance, qui n'ont pas vécu dans la merde. Se lever, penser comment je vais arriver à avoir de la manger aujourd'hui, comment je vais réussir ma journée, déjà penser toute la nuit, penser qu'est-ce que tu vas faire le lendemain pour encore survivre un jour dans la société. Il y a un cercle vicieux quand même qui se fait. Il faut voir que
Vous êtes d'une famille défavorisée, hein, faut pas se leurrer. On sait bien qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas ses parents instruits n'ira pas loin non plus, vu que faut pas en demander plus à des parents qui sont venus d'immigration. Ils ne savaient pas lire, pas écrire, ils savaient à peine parler. Ils viennent, bon, l'enfant va à l'école. À partir d'un certain moment, il vient avec des devoirs. Il y a un moment où les parents savent suivre. À un moment donné, quand ça commence à devenir des cours plus avancés, ils savent plus suivre. Ils veulent bien, ils essayent. Déjà là, ça commence déjà. Il y a la haute classe sociale, la petite classe sociale. Il y a une formation qui se fait déjà depuis que tu es petit pour que tu sois un ouvrier plus tard. Tu devrais être d'aplomb, en principe. Hein? Bon, on va essayer de la mettre d'aplomb, hein? Voilà. Dis, tu es d'accord? Elle est juste? Tu as vu? Tu as bien vu? Parfait alors. Pourquoi, quand tu arrives à la 6e, on t'oriente automatiquement vers les professionnels, ou vers les enseignements techniques, les enseignements manuels. Et les autres, on les oriente vers les rénovés, les universités, et ainsi de suite. Déjà là, ton destin, il se joue. Là, ils vous orientent vers les métiers manuels, vers la déprime, le manque d'argent, vers connaître que le monde des ouvriers, quoi. Il y a majorité maghrébine, majorité turque, kurde, marocain, algérien, de tout. Il n'y a aucun classe sociale assez élevée. Je commence à me taper, moi, une vie d'ouvrier. Je regarde la vie de mon père. Je vois que toute sa vie, il a trimé. Moi aussi, je vais faire la même chose. Pour rouler en vieille camionnette pourrie, avoir des enfants à qui je ne peux même pas payer une paire de baskets convenable. Fils d'ouvrier, t'es un futur ouvrier ou bien un futur tolard. Et je parle pour ici, je parle pour la France, je parle pour plusieurs pays à la fois, quoi. Et pourquoi l'un irait dans une école de Bourges et l'autre irait dans une école de crève-la-dalle, quoi. Mortalis aevi polumque supranos comoratus. Dum expurgatur et inaerentia vitia situmque amnem mortalis sublatus inter felices currit animas. Inter felices currit animas. Sénèque pratique une langue qui a évolué. Sénèque reprend pratiquement toute cette attitude du stoïcisme grec. Donc, dès le début, le stoïcisme se présente comme une aspiration rationnelle à la sagesse, à la vertu et au bonheur, par une conception du monde, par une technique de l'intelligence et par une conduite sociale. La conduite sociale étant évidemment la morale. Pour avoir une conduite sociale qui qui puisse faire accéder à la sagesse, à la vertu et au bonheur, il faut penser juste. Et pour penser juste, il faut comprendre quelle part l'individu a à jouer dans l'organisation du monde. Et comprenant le mécanisme du monde, il peut enfin savoir comment se conduire de manière à répondre aux exigences de la sagesse et accéder ainsi au bonheur. C'est étrange comme nos villes sont semblables. Et comme nous nous ressemblons tous. Nos statuts sont différentes, mais notre course est identique. La grande compétition se poursuit sans que personne ne la conteste. Même pas ceux qui l'ont perdu d'avance.
que nous avons ici. On a l'hôtel de ville qui est symbolisé là et on a l'opéra qu'on aperçoit d'ici. Ça, c'est l'église Saint-Jean, donc là. Et à l'extrême droite, là, donc on a la gare de Perrache qui est ici. Et à côté, enfin un petit peu sur la droite, là, on a l'église Saint-Nizy, en fait. Hein. Donc on a le plan qui indique de Perrache jusqu'à la Croix-Rousse. Voilà, littéralement, vous avez là toute l'étendue que vous apercevez ici, en fait. Hein. Sauf, bien sûr, ce qui est en deuxième plan, qui est la banlieue qu'on ne voit pas. Et en regardant de près ce plan, on peut se rendre compte qu'il y a des choses, des contrastes comme ça qui vous interpellent, quoi. Alors, on ne nous met pas effectivement la banlieue, en tout cas, elle n'est pas mentionnée. Il y a suffisamment de place sur ces présentoirs pour dire que dans telle direction, vous avez telle commune, etc. Et par contre, on vous met le Mont Blanc ici, vous voyez, 17, effectivement, on vous mentionne le Mont Blanc. Alors que le Mont Blanc, il est quand même bien plus loin que la banlieue lyonnaise, que je sache. Alors je ne sais pas, est-ce qu'on veut faire en sorte que ceux qui visitent Lyon ne découvrent pas qu'il y a une banlieue, pourtant qui est visible, hein. En tant que Lyonnais, je me dis, effectivement, il manque quelque chose sur ce plan. Et il faut que les gens sachent que, oui, il y a des gens qui vivent là-dedans aussi. C'est révélateur, oui, d'une approche. Quand on met au banc de la société, on met aussi dans la banlieue. C'est une forme de mise à l'écart. Par exemple, le métro qui s'arrête à l'entrée d'un certain nombre de banlieues, ça aussi, c'est pas le hasard. On ne veut pas qu'il y ait le lien entre cette ville-là, la ville où il fait bon vivre, où il y a effectivement un certain nombre de services, un certain nombre de commerces, un certain nombre de lieux, d'universités, d'hôpitaux, etc., avec cette banlieue, effectivement, qui est vraiment à l'autre bout, quoi. Donc là, déjà, je veux dire, la ségrégation, elle est manifeste. Face à l'emploi, c'est pareil. Moi, j'ai été responsable d'une antenne insertion emploi. On nous téléphonait pour nous dire on ne veut pas d'arabe. On ne veut pas d'arabe pour cet emploi-là. On nous dit textuellement. Alors, c'est vrai qu'ils n'ont pas vu la tête que j'avais au téléphone, mais il se trouve qu'on nous disait ça. Quand vous mettez quelqu'un dans des situations telles et qu'en même temps vous le brimez, vous le frustrez, vous l'excluez, vous le mettez dans des conditions où il subit l'humiliation, voire quotidienne, comment voulez-vous qu'il ne se révolte pas, ce jeune-là? Donc il ne faut pas s'étonner. On n'allume pas le feu et on s'étonne d'où vient la fumée par la suite. Et il y avait une impunité d'ailleurs qui continue malheureusement aujourd'hui, une impunité par exemple de policiers lorsqu'ils commettent des bavures, lorsqu'il y a des jeunes issus de l'immigration maghrébine qui sont tués dans des bavures, souvent les policiers s'en sortent avec 3 fois rien. On a vu dernièrement effectivement un policier qui a tiré dans le dos d'un jeune et qui est sorti acquitté effectivement en cour de cassation. Et ça, on pense que c'est une injustice qui est flagrante parce que quelqu'un qui est immigré, issu d'un quartier défavorisé, qui est de couche sociale défavorisée, qui en même temps est musulman, il accumule les handicaps. Or aujourd'hui, c'est malheureux, mais c'est la réalité et je crois que je ne suis pas le seul à vous le dire, effectivement, être musulman, il ne fait pas bon être musulman aujourd'hui en France. Excusez-moi, mais voyez, moi je suis française, catholique, et vous voyez, je suis en train d'admirer Lyon, la capitale des Gaules. Oui, alors, oui. Je voudrais qu'on me foute un peu la paix, s'il vous plaît. Mais pourquoi vous... Vous n'avez pas la parole, madame? Oui, mais vous voyez, je vois pas pourquoi... Et qu'est-ce qui vous dérange dans ce que ce qui me dérange, c'est un peu ce que vous racontez, parce qu'il n'y a que des mensonges. Ah bon? Qu'est-ce qui est mensonge? Qu'est-ce que vous dites? Tout ce que vous dites sur les musulmans, alors vraiment... Qu'est-ce que vous en savez, vous pouvez pas être plus heureux qu'en France, alors vraiment... Ah bon, c'est ça? Avec 60% de chômeurs dans certains quartiers. Écoutez-moi, je suis smicard. Vous savez qu'il n'y a pas de lieu de... Vous savez qu'il n'y a pas de cimetière musulman aujourd'hui sur la région lyonnaise? Et je vis dans un HLM. Dites-moi, vous enterrez vos morts, vous, où? La Toussaint, vous allez les visiter, vos morts, vous? Et moi, comment je fais, moi, si je dois enterrer mes parents? Monsieur, rentrez chez vous si vous n'êtes pas content. Mais je suis chez moi ici, madame, je suis citoyen français. Alors moi. ne vous plaignez pas. Mais je suis citoyen français, j'ai le droit de changer la société française pour éliminer des ânes qui ne comprennent pas leur histoire. Voilà comment vous traitez les Français. Non, les ânes, j'ai dit, j'ai pas dit les Français. Les Français, Dieu merci, il y en a qui sont bons, qui sont corrects et qui savent vivre, et qui sont des citoyens responsables. Heureusement qu'on est là. Vous êtes là qui, vous? Les Français. Vous êtes qui? Mais les Français, mais attendez, mais c'est quoi un Français? Et les catholiques en particulier. C'est quoi être français pour vous? Être français, c'est être français. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Être français. En quoi moi je ne serais pas français d'après vous? Vous êtes peut-être français, j'en sais rien. Ah, si je suis français, je vous le dis. Donc croyez-le. Aimez la France. Et respectez-le. Mais la France, je l'aime en essayant de la rendre meilleure, madame. C'est ça que vous n'avez pas compris. C'est en essayant de lutter contre les fachos, contre les racistes, contre les extrémistes que je vois régulièrement. Vous avez l'air bien haineux. Non, pas haineux. J'ai la colère contre certains comportements. Vous avez la haine? Eh oui. Eh oui, ça plaise ou ça plaise pas, c'est comme ça.
Vous voyez ce genre de réaction, par exemple, qu'on vient de remarquer, là, qu'on vient d'entendre, c'est des réactions qui entraînent la violence, parce que c'est des réactions violentes, effectivement. Comment voulez-vous qu'un jeune qui est primaire, qui n'a pas suffisamment de recul, qui a des difficultés personnelles, etc., comment voulez-vous qu'il ne réagisse pas de manière violente? Il va réagir à la hauteur de cette violence, parce que la violence ici, elle n'est pas physique, elle est verbale, elle est psychologique, elle est terrible. De dire à quelqu'un, vous n'êtes pas chez vous, retournez chez vous, moi je suis chez moi, je suis autant chez moi que vous, madame. J'ai travaillé dans une boîte d'entretien de nettoyage avec une machine pendant 9 mois et après ils ont vendu la société à une personne et ils m'ont pas remis dedans. Ils m'ont mis dans un truc de jour et nuit là et j'ai pas pu tenir, je sais pas. Ils m'ont licencié. Je touche 2005 par mois et j'arrive pas jusqu'au bout. C'est un peu dur, hein. Faut tenir. Tant pis. C'était pour faire un anniversaire, j'avais pas d'argent, je venais de sortir de prison. J'ai pour faire un cadeau à un petit qui avait 10 ans. J'étais invité, je voulais pas me les mains vides, c'est tout. Et j'ai pris n'importe quoi comme ça, vite fait. Une sacoche, une calculatrice, des petites affaires, c'était un truc comme ça. Bah, faut que j'ai un travail que je peux. Et puis avoir un logement, un truc comme ça, parce que j'ai pas de logement. Tout. Je vais tomber, je vais ressortir, et puis ça va me faire. Rien du tout. Hein. Ça va pas changer. Hein. Mais j'aime mieux rester dehors que tomber dedans. Je vais faire 4 mois, ça m'en. Bon, je vais faire. 4 ou 5, 6 mois, je vais faire, mais ça m'en fout. C'est perdre du temps. Je sortirai, ben après, hop, je commencerai pareil. Quelle drôle d'époque. Nous voulons tous être de petits rois, sans risque visible et sous haute protection de vidéosurveillance. Mais nous sommes prêts à nous battre au premier carrefour pour un doigt levé, pour un regard ou pour un mot porté trop haut. Nous voulons être libres, mais notre liberté s'achète avec des babioles. Nous sommes des Indiens, soumis par quelques verroteries tendues par des conquistadors.
Si vous avez un portable, éteignez-le. Ah oui, si ça sonne pendant l'audience. Je vous explique. Voilà. Donc c'est toutes les pièces que vous m'avez données par rapport à votre situation. Sur les faits, votre dossier, il est très très simple. Maintenant, c'est vous, humainement parlant, si je puis dire, qui avez quelque chose à dire ou pas. La présidente, si elle a envie d'aller au fond des choses, elle va vous demander pourquoi vous avez fait ça. Tout simplement. J'avais pas l'argent pour faire un cadeau à une personne pour son fils, c'est son anniversaire, et j'ai pris n'importe quoi. C'est sûr que c'est pas justifiable, on n'a pas à dérober, ça c'est évident. Mais entre dérober des objets qui sont de première nécessité dans un carrefour et puis faire d'autres genres de délits, il y a une différence. Donc je vais jouer un peu là-dessus pour essayer d'avoir la plus mauvaise peine, la moins mauvaise peine possible, étant précisé que vous avez votre historique. De sursis, d'après ce que j'ai vu, non, mais il y a l'état de récidive. L'état de récidive, donc ça, c'est un problème. En ce qui vous concerne, vu votre personnalité, la prison, c'est pas ce qu'il vous faut. C'est pas ce qu'il vous faut, c'est pas ça qui réglera quoi que ce soit. Vous, c'est plus un problème d'humain, c'est plus un problème d'assistance sur mesure. D'assistance sur mesure avec des gens qui sont spécialisés. La prison, malheureusement, vu le nombre de personnes qui sont détenues, le sur mesure, il n'y en a pas vraiment, quoi. Et vous avez, depuis pas mal d'années, un cursus qui interpelle quand même quelque part. On ne peut pas dire que vous soyez un truand de première catégorie. Oui, je fais des trucs petits. Il n'y a pas d'explication, c'est complètement irrationnel ce que vous faites. Quand les objets qui sont retrouvés, c'est des feutres, c'est une sacoche banane, c'est 2 blancs de dinde, il y a besoin qu'on vous écoute, il y a besoin qu'on vous suive. Palais de justice. Magistrat. Dossier. Système. En attendant, il a versé donc 1000 francs au mois d'octobre. Oui. Et sur une pension de 1500 et 1000 francs au mois de novembre. Et là, dès qu'il va avoir sa paye, il verse encore 1000 francs au mois de Oui, si vous voulez, il n'y a pas véritablement volonté de se soustraire au paiement de la pension. Voilà. Simplement, bon, il a tiré l'oreille et puis il a une situation un peu difficile. Voilà, en plus, il a un dossier à la Banque de France sur endettement. Mais bon, il n'y a pas de préjudice. Hein. Enfin, je veux dire, la marchandise a été restituée. Il a pour 656 francs 2 flacons de parfum Kenzo. Bon, faites une visite, une perquiche chez lui, là. Ouais. Ça peut toujours être intéressant. Vous entendez sa mère. Ouais. D'accord. Et puis surtout, vous me le cuisinez un peu. Bon, alors, on récapitule. Des outrages. Et puis, des violences. Moi, j'ai violence, moi. Oui, c'est ça. Violence, d'accord. Uniquement, pas d'outrage. Outrage, apparemment. Il me semble, hein. Si. Écoutez, vous le gardez. Moi, je vais voir si je peux, alors, le coincer. Je suis substitut du procureur de la République et c'est moi qui suis chargé de vous dire ce qui va se passer et de vous notifier les charges qui sont relevées à votre rencontre. Vous venez d'être entendu, ça a duré un peu plus de 24 heures. Sur des faits de violence pour lesquels, au départ, vous étiez victime. On est d'accord ? Au départ ou jusqu'à la fin? Alors, parce moi, que quand je suis parti, j'étais aussi une victime. Je vous demanderai de ne pas m'interrompre. D'accord ? Je vous donnerai la parole après. Je suis allé devant chez lui, c'était pour discuter avec lui. Le gars, il descend de chez lui, il descend avec une barre. Vous croyez qu'il était prêt à discuter, lui? Son frère, il est venu, il m'a mis des coups sur la voiture, ils ont cassé mon pare-brise. Non, mais j'ai vu tout ça, il n'y a pas de problème. Eh ben oui, mais vous avez vu, d'accord, vous avez vu tout ça peut-être. Mais c'est qui est là en ce moment? C'est vous. Et ben voilà. Et moi, je trouve ça pas normal. Eux, ils sont chez eux tranquilles. C'est moi qu'on retrouve ici. Ça, c'est normal, ça, par contre. Ça, c'est tout à fait normal, ça. Là, on suit la loi comme ça. D'abord, la loi, c'est moi, c'est pas vous. Et d'une. La loi, c'est tout le monde. Et la deux, loi, c'est pas que vous, non, absolument, monsieur. Soyez. Ayez un autre ton devant le tribunal, je dis ça pour vous. Je suis désolé, vous dites que je suis responsable. Je ne suis pas responsable. Pour l'instant, c'est moi qui est là. C'est moi qui a passé 48 heures en garde à vue. Non, pas 48 heures. Non, mais 39 heures, 30 exactement. Pour l'instant, c'est qui en bave? C'est qui de la famille? À qui pleure? C'est ma mère qui est en train de pleurer parce qu'elle ne sait pas si je vais aller en prison ce soir ou pas. Elle doit pleurer souvent, votre mère, parce que... Ça n'a rien à voir. Vous ce qui se passe aujourd'hui... C'est pas moi qui l'a fait pleurer, c'est vous. Oui, peut-être. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas moi qui l'a cherché. Moi, ça fait 48 heures, je rigole pas. Ça fait 48 heures que je déprime.
Je ne m'amuse pas non plus. Je sais. Vous voulez que je vous laisse dehors? Au contraire, moi je vous laisse dehors, vous en prenez une bonne. Mais vous croyez que je préfère aller en prison? Je connais c'est quoi la prison, j'ai déjà été. J'ai fait 11 mois et demi de prison. Et ben franchement, je ne veux pas retourner. Hein. Ça, je comprends. Et c'est pour ça que je cherche personne d'ailleurs. C'est pour ça que je voulais régler ça au plus vite, moi. J'ai payé jusqu'à présent ce que je devais payer et je dois rien à personne. Vous savez lire et écrire? Je vais vous faire signer 2 documents. La première, c'est le procès verbal qui reprend les charges qu'on vous reproche. Et le deuxième, c'est la demande d'être assisté d'un avocat. Vous connaissez la procédure de comparution immédiate. Comparution immédiate, c'est-à-dire que juste immédiatement après l'infraction qui vous est reprochée, le procureur a décidé de vous envoyer directement devant le tribunal maintenant. Là. On va y aller ensemble. Le tribunal a 2 possibilités. Soit il vous juge tout de suite, soit il vous renvoie à une autre audience en ne vous jugeant pas tout de suite, et il doit décider seulement de ce qu'il fait de vous entre-temps. Est-ce qu'il vous remet dehors ou est-ce qu'il vous maintient en détention provisoire en attendant? Moi, je suis là pour que vous sortiez. Moi, je suis là pour que vous sortiez. J'ai pas dit je suis là donc vous sortirez. J'ai dit je suis là pour que vous sortiez. On va faire tout ce qu'on peut pour vous faire sortir de là. Il me semble que vu ce qu'il y a dans votre dossier, c'est pas votre intérêt d'être jugé aujourd'hui. On est dans un contexte difficile. On est à un moment où en plus tout ce qui concerne les TCL, les transports en commun, ce que le procureur qualifie de violence urbaine, c'est très mal vu. Et en plus, d'après ce que vous avez expliqué vous. Toute la scène que vous avez décrite où ça se passe mal avec les contrôleurs, apparemment elle aurait été filmée par la caméra de surveillance. Ouais. Ça se passe sur le quai. On est d'accord que c'est ça, vous sortez de la rame de métro, vous descendez et c'est là que ça part mal. Voilà, c'est ça? Voilà. Et donc tout ça se passe ici. Ils vous font tomber là. Vous avez expliqué aux policiers. Alors racontez-moi un petit peu comment vous avez vécu vous la chose. Pas ce que vous avez raconté aux policiers, enfin si, mais parce que ça je l'ai lu, mais au fond comment ça s'est passé? Au début, j'arrive, j'allais aller à Bagui au tir pour passer un coup de fil. Après je vois 2 contrôleurs. Et déjà ils étaient que 2 et normalement quand ils contrôlent ils sont plusieurs. Et déjà ils sont sortis devant eux, ils sont même pas contrôlés. Et au moment où je viens pour sortir, ils me coupent le passage. Il me dit ouais ticket de transport, je lui dis j'ai pas. Après, il m'a dit pièce d'identité, je lui ai dit j'ai pas aussi. Et mais du fait qu'il n'a pas contrôlé les autres, il m'a vu moi. Ils avaient quoi comme différence avec vous les autres? Pourquoi vous? Je sais pas. C'était des jeunes, des Français, des Blancs, des Maghrébins, des pas Maghrébins? C'était des Français et des grands. D'accord. Et donc vous avez été contrôlé parce que vous aviez la tête du délinquant type, d'après vous? Voilà. D'accord. Et après, j'ai insulté elle, il me répondait et tout. À la sortie, elle a vu ses copains, elle a commencé à m'attraper, m'étrangler, en me disant tu vas voir toi et tout, tu jouais le malin tout à l'heure, tu vas voir. Et moi, je l'ai attrapé aussi, je lui dis lâche-moi, tu vas pas me tenir comme ça. Et lui, il m'attrapait aussi, il me disait lâche-moi, lâche-moi. Et je l'ai lâché, et lui, il voulait toujours pas me lâcher. Vous dites, ils m'ont sauté dessus, ils étaient environ 7. Voilà. Et eux, ils disent pas du tout, vous vous êtes relevé, qu'il n'y avait pas de problème. Non, vous allez le voir, parce que la caméra. Alors, on va en parler de la caméra. On va parler de la caméra. C'est pour ça que je vous dis, je veux pas qu'on soit jugé aujourd'hui, parce que je veux qu'on voit le film, vu ce que vous avez dit. Mais on est bien d'accord, Sofiane. Le film, c'est une arme à double tranchant, c'est-à-dire que ça peut aussi se retourner contre vous. C'est sûr. Je veux pas que ça vous retombe dessus, vous voyez ce que je veux dire? C'est sûr, il y avait des témoins. Et pourquoi? Ils gueulaient tous autour de moi. C'est vrai parce qu'ils ont tous vu effectivement, qui m'a frappé. Ça a démarré assez mal et les autres, tout à fait. Donc ça, je veux que ça ressorte au tribunal. Quand vous allez expliquer au tribunal ce qu'il en est, vous allez dire, moi, je suis comme les autres. Bon, c'est vrai, j'ai pas de ticket, je suis en faute. Et quand vous faites une faute, vous le reconnaissez devant le tribunal. C'est important de dire, oui, là, j'ai déconné. C'est pour ça que je les ai insultés. C'est pour ça que j'ai voulu les frapper, parce qu'ils me frappaient aussi. Mais moi, j'étais calme. Et le reste, je m'en occupe parce que dans le dossier, effectivement, même les contrôleurs, il y a des endroits où ils disent que, effectivement, vous êtes plus calme que les autres. D'accord, là-dessus, c'est très important. Et on va jouer sur ça. Et on va aussi jouer sur votre situation, parce que c'est vrai que vous n'êtes pas un voyou. Aujourd'hui, vous comparaissez pour avoir, à Lyon 2e, le 11 décembre, involontairement commis des violences sur les contrôleurs TCL, dépositaires de l'autorité publique dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, contrôleurs TCL, alors que la qualité des victimes était apparente ou connue de l'auteur. Et on vous reproche également d'avoir outragé par parole de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction d'un contrôleur de TCL dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, en leur disant « Fils de pute, nique ta race, j'ai rien et t'auras rien, casse-toi de là, je vais niquer tes morts. » Bien, pas de questions sur les faits eux-mêmes qu'on n'examine pas, qu'on ne juge pas aujourd'hui? Non, pas de questions. Bien.
Vous avez rien d'autre à dire sur ce... Non, mais je suis d'accord avec vous. Bon, au début, j'avais pas mon ticket de transport et tout, mais... D'accord. Alors, on va examiner votre situation maintenant. Vous travaillez. Qu'est-ce que vous faites comme emploi? Poseur de moquette. Poseur de moquette, Voilà, je voilà. pose la moquette dans les centres. D'accord. Et vous avez un emploi fixe ou c'est un... Non, c'est un CDI, c'est embauché. D'accord, bien. Des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, juste une question sans aborder le fond. Pourquoi il n'avait pas de ticket? J'étais tenté, je me suis dit qu'il n'y aurait pas de contrôleur et que c'était pas la peine que je prenne un ticket, voilà. C'est tout. Bon, pas d'autres questions. Bien. Asseyez-vous, monsieur. Monsieur le procureur. Merci, Madame le Président. Mesdames, je vous demande de placer monsieur en détention provisoire, c'est-à-dire en prison ce soir, pour un motif. Ce tribunal estime que les faits, l'infraction, a troublé d'une manière exceptionnelle et persistante ce qu'on appelle l'ordre public. Et je vous demande de placer monsieur en prison parce que j'estime que dans cette affaire, ces règles ont été violées d'une façon telle qu'il ne me paraît pas envisageable qu'aujourd'hui, ce soir, monsieur puisse se retrouver à nouveau dans le métro, face à ses contrôleurs, sans que la justice, c'est-à-dire la République, la collectivité, ait réagi d'une manière qui soit à la hauteur de la violation de ces règles. Pourquoi ne veut-il pas être jugé tout de suite? Parce qu'il se trouve que ces faits se sont produits sur le quai d'un métro, à la station de Bellecour, et que ces quais de métro sont surveillés par des caméras de télésurveillance. Et que nous entendons demander à votre tribunal d'en donner un supplément d'information et de demander que ces caméras, ce film soit saisi immédiatement, parce qu'ils sont détruits au bout de 48 heures, pour que l'on sache exactement comment les choses se passent. Ce qui peut-être rend plus pédagogique ou plus pertinent le message qui consiste à dire qu'on doit se respecter les uns les autres, et c'est vrai qu'il n'est pas acceptable qu'il lève la main sur des dépositaires d'autorité publique, c'est encore moins acceptable quand c'est l'inverse qui se passe. Peu importe qui a commencé, nous ne sommes plus à la maternelle, c'est encore moins acceptable lorsque ce sont les dépositaires d'autorité publique qui, en réaction à ce comportement-là, eux, ont un comportement identique. Est-ce que, à partir d'aujourd'hui, sur un principe de trouble exceptionnel à l'ordre public qui ne le concerne pas, on peut mettre tout cela en péril en décidant qu'il sera dès ce soir placé en détention provisoire et que, lors de son retour, il n'aura plus de travail, il ne sera plus dans les conditions exactes qui ont fait qu'on peut dire de lui aujourd'hui que c'est un garçon sérieux et pas un voyou comme votre tribunal en rencontre. Je vous demande, au vu de ces éléments et de ces éléments de personnalité qui sont assez rares chez un garçon de 19 ans qui a l'origine qui est la sienne, et l'origine familiale pas nécessairement toujours très simple, au vu des éléments de personnalité, de la constance de son travail, du contrat durée indéterminée dont il bénéficie, de ses revenus qui permettent de garantir que c'est pas un garçon qui travaille à la va-vite et n'importe comment, je demande à votre tribunal avec beaucoup de conviction de ne pas mettre préalablement et sans raison réelle juridique tout cela par terre et de remettre en liberté sous contrôle judiciaire. L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Le tribunal dit n'y avoir lieu à supplément d'information, le déroulement des faits n'étant pas contesté. Le tribunal vous place sous mandat de dépôt. Vous serez jugé le 28 décembre à une audience de vacation à 14h. Voilà. Je vais voir votre frère. C'est un gamin. Je sais bien que c'est un gamin, on va assez plaider que c'est un gamin. Je dis franchement, je vois aussi. Regardez, on essaye de trouver un travail, on essaye d'aller tout droit. Vous avez entendu ce que je leur ai dit. Ils font tout pour nous faire craquer là. Ils jouent avec nos nerfs là. S'il y en a bien un qu'il ne faut pas envoyer au trou, c'est lui. Pour une fois qu'on en a un qui a du boulot. T'as une vie normale. Je suis d'accord avec vous, tout ça pour 8 francs de ticket. Là, faible. Ah, voilà.
Bon, on se voit demain. Allez, rentrez. Puis dites à votre papa qu'on s'occupe de ça, qu'on ne lâche pas. On est là. Moi, je vais récupérer un permis, je vais aller le voir. Parfois, des parents de détenus morts en prison manifestent contre le système pénitentiaire parce qu'il provoque la mort, le suicide, mais les considèrent comme une fatalité, une malchance ou une maladresse inévitable. Tu connais quelqu'un dedans? Ouais. Vas-y, vas-y. Ah, c'est shérif de Mermoz. Ah, shérif. Ah, shérif, c'est Nardine. Ah, shérif. Ah, c'est Nardine. Ah, garde la pêche, pelot, là. Assure, shérif, t'inquiète, c'est bien sûr. Assure. C'est Farah Balala? Ouais, c'est Farah Balala. S'il y a des gens que vous connaissez, allez-y. Ah, taisez-vous là, taisez-vous s'il vous plaît. Ah, taisez-vous. Ah, shérif. Ah, shérif. Ah, c'est Nardin, pelot. Ah, c'est Nardin, shérif. Ah, Nardine de Saint-Fond. Ah, ton petit cousin. Ah, shérif, qu'est-ce que tu fais là? Ce message, il était adressé à shérif. À shérif de Mermoz. Il était adressé aussi à tous les détenus. On est avec vous. Les familles sont avec vous. Pas de justice. Pas de paix. Pas de justice. Pas de paix. Pas de justice. Pas de justice. Pas de justice. Pas de paix. 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 Pas de justice. Vous êtes en prison, vous attendez des nouvelles. Et vous, vous avez envie de lui parler? C'est possible grâce au téléphone du dimanche. Des voix de l'extérieur pour ceux qui sont à l'intérieur. J'espère que tu vas bien, que tu as toujours le moral depuis vendredi. J'espère que tout se passera bien demain avec l'avocat. J'ai réservé mon parloir pour jeudi, mais j'ai un gros problème. Il faut impérativement que je paye mon billet de train. Tu me manques et... Je voulais juste te faire des gros bisous et te dire que je t'aime fort. Je te fais de gros bisous, je te souhaite un joyeux Noël. C'est même un chéri qui pense bien à toi. Et tu me manques beaucoup, mon chéri. J'étais bien contente de te voir hier. Tu me manques, c'est long. Là, le bébé, il dort, il va bien. Je t'aime, mon papa. Mardi, je viendrai te voir. Tu me manques. Allô, Franck? Je pense que tu t'es fait des amis et que tu trouves pas le temps trop long. Il y a ton petit-fils qui veut te faire un gros bisou au téléphone, alors je te le passe. Moi, je t'aime, mon amour. Je t'aime. De gros bisous. Des gros bisous, au revoir. Je te fais de gros bisous, je t'aime très fort. Je te passe les enfants, ils vont te faire un bisou. Bonjour, maman. Je te fais de gros bisous. Je t'aime. Je t'embrasse très très fort. Et t'inquiète pas, pour le petit, il va beaucoup mieux. Pour Noël, on fait rien parce que tu n'es pas là.
Bon ben, je t'embrasse, et puis quoi te dire, c'est tout ce qu'on t'embrasse bien fort, et puis on t'enverra un colis pour Noël. Le gars, il arrive à un certain moment où il fait 18 ans, il voit autour de lui. Il regarde des gens avec des voitures. Il regarde des gens avec des beaux habits. Des gens qui se permettent des sorties en discothèque, des gens qui se permettent des restaurants. Des gens... Le gars, il est là, il se sent inconnu à ce monde-là. Il dit, tiens, comment il faut faire pour accéder à ce monde-là? Pourquoi certaines catégories peuvent se permettre et l'autre non? Ce qui veut dire que vol, agression, tout ça, c'est permis pour y arriver dans cette jungle. Tu commences à prendre goût à l'argent, tu prends goût, tu te dis ça y est, je commence à faire partie du monde actif. Tu commences à te permettre des sorties, les filles s'intéressent à toi, tu roules en belle voiture, tu es respecté par les gens, ça y est, tu commences à goûter ce que tu vois à la télé, les séries là, personne vit comme eux. Maintenant que je suis ici, que je réalise, il n'y a personne qui vit comme eux, c'est inimaginable. Parce que franchement, on commence à voir clair, on commence à voir très très clair. Une fois qu'on est ici, on a le temps de réfléchir, on a le temps de penser. C'est comme un circuit de voiture. Vous ne pensez qu'à doubler. Vous êtes dans le circuit, vous êtes au volant de votre voiture, vous ne pensez qu'à doubler, avoir la première place. Ça va du 200 à l'heure, vous n'avez pas le temps de voir ce qui se passe autour. Nous, c'est quoi? Nous, c'est la voiture qu'on a pris du circuit pour un mauvais fonctionnement, ou bien pour un tête-à-queue qu'on a fait de trop. On nous a sortis du circuit et on est là. Et on voit les voitures tourner comme des fous. On a le temps de réfléchir. On se dit, oh, on était là-dedans, nous. On était là en train de courir comme des fous. Après quoi? Après l'argent. On voit la société, comment elle marche. On voit la justice, comment elle marche. Franchement, il n'y a aucun espoir. Il n'y a aucun espoir. À chaque cause, il y a un effet. Et chaque effet, il y a une cause. Le fait d'être criminel, c'est qu'il y a vraiment un déclic qui se fait. Et ce déclic, si eux arrivent à essayer de se donner la peine de le comprendre, franchement, la société, elle tournera mieux. Au rez-de-chaussée de la prison, un détenu a voulu se pendre dans sa cellule. Alors on l'a décroché et pour le punir, le médecin l'a fait mettre au mitard. Mais non, mais regarde, il est censé me donner des calmants tous les jours. Aujourd'hui, il ne me les donne pas parce que monsieur a décidé qu'il était trop tard. Je suis déjà pas bien dans ma peau, alors s'il me donne pas mes calmants, comment tu veux que je me sente bien? Merde. S'il te plaît, ne me laisse pas ici. J'ai rien fait pour toi, moi. J'ai rien fait, j'ai frappé toute personne, j'ai rien fait de mal. Bon, allez, finis-moi. Il va me donner mes calmants. Vous allez me donner mes calmants, je vais me mettre dans mon lit, je vais dormir. C'est tout. Mais s'il vous plaît, ne me laissez pas ici. Comment le médecin va venir te voir demain? Le médecin va venir demain et directement. Ça ne passe que demain. S'il vous plaît. Je ne veux rien faire, je te promets. S'il te plaît, t'as ma parole, je ne vais rien faire. Je vais me donner mes calmants, je vais me mettre dans mon lit, je vais dormir. Ne me laissez pas ici, je vais devenir encore plus fou. Mais non, tu auras tes calmants au soir, comme il a dit. S'il te plaît, t'as ma parole, s'il te plaît. Tu auras tes calmants au soir. Moi, je n'ai rien à faire pour tout. Allez, J'en ai marre! Me laissez pas ici! Ah, me laissez pas ici! J'ai besoin des calmants! Je suis pas censé être ici! Donnez-moi mes calmants!
On m'avait dit d'aller voir vers le sud, la Méditerranée. Des villes cosmopolites et des quartiers populaires qui n'ont pas honte d'eux-mêmes. C'est ce qu'on m'avait dit. Ah, alors un coin gauche, c'est Pier Paolo Pasolini. On m'a offert ça. Et le lendemain, qu'est-ce que je vois? Un gosse avait mis le sigle là de Nike, tu vois. Bon, ça m'a effondré un peu. Et puis après, je me suis dit, bon, mais ça, après tout, ça doit pas trop le gêner, je sais pas. Lui qui a toujours été en lutte, il y a un côté dérision dans l'histoire, c'est pas gênant. Bon, ça m'a énervé, ouais, quand même, parce qu'il est très très beau, tu vois. Alors, j'ai trouvé jeté dans la rue. Là, si tu vois à peu près, je pense que c'est les périodes 36 ou un truc comme ça. Et alors, surtout, c'est que toutes les photos que tu vois, en général, à Marseille, tu vois pas de noir. Alors que là, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là, il y en a là, là. Si tu vois les vêtements, les trucs comme ça, c'est 30 à 36, je pense, 30 à 36. Toutes les populations d'immigration sont passées par le panier, puisque dans les années 50, la rue, la montée des Accoules, c'était Bud People, c'était les Vietnamiens, les suites de la guerre du Vietnam. Eux ont réussi, donc ils se sont installés côté rue de la République, dans les commerces et dans les appartements qui sont beaucoup plus. Après, années 60, ça a été l'immigration maghrébine, et la dernière, à partir 75, entre 75 et 80, l'immigration comorienne. Avec les lois actuelles, normalement, c'est la dernière. Ce qui m'avait plu quand j'arrive à Marseille, c'est que je me suis dit, tiens, les immigrés sont au centre de la ville. Il y a longtemps qu'à Bordeaux, Toulouse et des villes comme ça, voire Lyon aussi. Tandis que là, tu dis, tiens, il y avait Belzunce, il y avait ici, il y avait des trucs. Bon, Belzunce, c'est la même chose, ils sont en train de détruire tout derrière Belzunce. Où sont passées les populations? Mais les populations, à force d'inciter les Maghrébins, les Comoriens, là où il y a beaucoup d'enfants, ils se sont retrouvés. On leur a rien proposé de mieux que des cités, c'est tout. Hein. On les a éloignés, c'est une nouvelle population qui arrive. Ils nous font partir puisqu'ils investissent soit dans le quartier, soit ils viennent habiter ici. Parce que le prix du mètre carré est en train de doubler, de tripler. Investissez dans la pierre, investissez à Marseille. Bon, alors là, mais on a très bien compris, et les uns et les autres, qu'à un moment donné, c'est une question de temps. Eux ont malheureusement l'argent et nous, on n'a rien. Donc à partir de là, c'est vite fait. Tu ne comptes pas pour grand-chose. Ils ont décidé de changer à un moment donné une population en disant, bon, on va prendre des gens un peu plus jeunes, qui n'ont un peu plus les moyens, et soyons clairs, qui soient très françaises. Hein. Moi, je crois que le quartier va devenir très très blanc, hein, parce que puisqu'on se sépare des Comoriens et des Maghrébins. Il reste qui Mais autrement, la ségrégation, c'est évident. À un moment donné, on n'a pas calculé. Ils nous ont pas calculé du tout, mais elle est économique, elle est à tout point de vue, hein, je veux dire. Mais elle est économique pour moi, ouais. Ça c'est sûr. Voilà. Hein. Fin d'une histoire.
Alors, sur qu'est-ce que tu lis sur le journal, là? Qu'est-ce qu'elle dit, Lienman? Lienman, elle dit... C'est la secrétaire d'État au logement, hein, en plus. Hein. Elle dit que Marseille est une priorité et qu'elle garantit partout une mixité harmonieuse et le droit au logement pour tous. Ah bon? Tiens donc. Et c'est ses priorités. Hein. C'est bien écrit, hein? Ouais. C'est bien formulé. Ils ont 35 milliards de francs. Hein. C'est énorme, hein? C'est énorme, hein? 35 milliards de francs, ils les ont, mais ils n'ont pas, qu'est-ce que ça leur coûterait? 10 000 balles pour nous reloger à nous, quoi. Là, ils les ont pas, non. Ils veulent nous faire dégager du quartier pour en faire un petit Montmartre, un petit Aix, voilà. Ils sont en train de faire partir, en parlant crûment, les Noirs et les Arabes du quartier. Mais ça a toujours été un quartier assez mélangé. Cosmopolite. Mais maintenant, ils ne veulent plus. Comme ils s'aperçoivent que c'est de plus en plus touristique, ce quartier, peut-être pas maintenant, mais dans l'espace entre 5 et 10 ans, ça va devenir un des quartiers riches de Marseille. C'est des immeubles qui sont murés pendant X temps, 2 ans, 3 ans, en attendant que le quartier, qu'ils réussissent à faire partir tous les gens comme nous. Et une fois que le 3/4 des gens comme nous sont partis, ils commencent à rénover. Et petit à petit, ils louent à des gens ils vont me faire un quartier français. Moi, j'arrive avec mon nom, on me loue pas, hein. Ça, en étant algérienne, hein. C'est sûr. Oh là là. L'agence m'a dit, les propriétaires ne veulent pas de maghrébins. Si c'était qu'un niveau de propreté, bon, à la limite, bon, on fait un peu de peinture, ça nous a bricolé, mais là, c'est dangereux. Ben, j'étais obligée de placer mes gosses, moi, c'est pas possible qu'ils vivent là. Déjà, j'ai pas le droit de les faire vivre dans des conditions comme ça, parce que c'est la DAS qui va me tomber dessus. Avant qu'elle vienne, je les ai placés chez la famille. Parce que là, c'est pas vivable. Si les services sociaux, encore pire, si je fais intervenir les services sociaux avec des enfants ici, ils vont me les prendre. Ah non, les enfants, ils doivent vivre comme ça. Ils vont les mettre dans des familles agréées par la DAS. Ça, oui, on vous propose. Quartier Nord. Dans les cités. Voilà. Dans les cités, c'est hors de question. Là, vous avez un appartement de suite. Mais vous partez d'une merde pour retourner dans une merde. Dans une autre merde. C'est même encore pire, hein, dans un climat encore pire qu'ici. Hein. Puis on va partir avec des gamins de 17-13 ans dans une cité pour qu'ils finissent comment? Pour qu'ils finissent comment? C'est pas la peine. Théoriquement, on a des droits, mais dans la pratique, c'est autre chose. Dans la théorie, j'ai tous les droits, hein, on a tous les droits. Mais à côté de ça, il n'y a rien qui se fait, quoi. Vous êtes ici dans le cœur historique de Marseille. Vous allez découvrir sur votre gauche la plus ancienne maison de Marseille. À droite et au fond de la place, une jolie façade du 18e. Ici, on se croirait tout à fait d'un petit village de Provence. Et au-dessus du porche, une fenêtre octogonale. On aperçoit d'ailleurs encore à droite un bureau de tabac. Alors, si vous voulez faire une photo, vous pouvez descendre 2-3 minutes. Pendant ce temps, les vieux ouvriers immigrés survivent dans les hôtels en ruine, attendant qu'on les déloge. Main-d'œuvre périmée qu'on abandonne, comme des outils rouillés au fond du jardin.
Alors on rase les maisons, les hôtels, pour bâtir des quartiers d'affaires, bureaux de standing, immeubles de rapport. Et les vieillards se retrouvent à la rue, et les familles sont relogées dans des cités de relégation où elles seront priées de se tenir tranquilles. Le quartier que j'ai visité n'a plus de vide ordure ni d'ascenseur. Depuis 10 ans. La pauvreté, la saleté, un peu la misère. Vous savez, comme si cette cité-là, elle faisait pas partie de Marseille. Carrément. Les gens ont peur. De toute façon, quand on leur dit un habit de Félix Piat, je sais pas, comme si on était des Indiens, des Zoulous, quoi. On vient d'une autre planète. C'est vrai qu'on a honte des fois de dire qu'on habite Félix Piat. Même pour nos enfants. De toute façon, même quand on va chercher un travail, on dit qu'on habite Félix Piat. Parce qu'il n'y a pas que des gens qui sont des nuls qui sont ici dans la cité. Non, il y a des gens qui travaillent. Il y a des jeunes qui ont eu leur bac maths, hein, avec mention très bien ici. C'est pas parce qu'ils habitent une cité comme ça qu'il n'y a pas d'intelligence, si. Il n'y a aucun Français. Oui, c'est pas des Français, il y a encore quelques Italiens. C'est tout, sinon il n'y a pas de Français, non. Vous verrez un Français habiter ici? Jamais de la vie. Pourtant, il y a des Français ici, ils sont presque tous Français. Moi, ma fille, elle est française, mon fils, il est français. De toute façon, ils nous disent qu'il n'y a plus de travail. Il n'y a plus de travail. Je parle pas que de moi seulement parce que ce que je vois pour les usines de bataille et tout ça, je me rends compte que même les Français sont mis à la porte. Je dis que peut-être c'est un peu trop tard pour moi, mais pour le futur de mes enfants, l'avenir de mes enfants, que ça sera mieux que maintenant. Hein. Parce que j'ai peur pour eux. J'ai vraiment peur. À quoi rêve-t-on derrière ces grilles? À quoi rêve-t-on? Bientôt, la prison sera terminée. La misère viendra s'entasser dans un bâtiment propre. Peut-on dormir tranquille? Que sommes-nous en train de faire?
avons-nous perdu la raison?